Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne est dans la commune de Ratouma, plus précisément à Olisségou, au Bachanjo, pour voir comment les cours se passent au sein de cette école, comment les enseignants parviennent à épater les élèves dans les différents cours. Chers téléspectateurs, je crois bien que vous allez trouver du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Suivez, tant vaut l'école, tant vaut la nation. D'après quelques mois de l'ouverture des classes, l'équipe de l'émission École guinéenne braque ses projecteurs sur la qualité de l'enseignement offert par nos enseignants des différents établissements scolaires du pays. Aujourd'hui, c'est le cas de l'établissement Olisségou au Bachanjo, dans la commune de Ratouma, où nous nous sommes intéressés à un cours de philosophie terminale sciences sociales et un cours de mathématiques niveau 10e sur la trigonométrie. L'idéal que nous visons, c'est la qualité et l'excellence de nos enseignants et enseignants. Quelle attitude doivent-ils avoir? Le cours se passe très bien depuis le 3. Nous sommes là, les enfants viennent en grand nombre, les professeurs viennent et il n'y a pas eu d'interruption dans l'évolution du programme. Donc nous suivons le pas normal parce qu'on n'a pas eu de perturbations majeures. Les professeurs, nous les dénichons pour la plupart des cas. Nous les cherchons très loin et nous les mettons à l'aise parce que c'est ça notre mission. Nous avons une mission de formation pour la nation non seulement, mais aussi pour les parents d'élèves qui ont eu confiance en nous. Donc c'est comme si on a un travail de compétition par rapport à nos collègues d'autres écoles. Donc nous mettons les moyens. Les moyens ont été mis à notre disposition. Nous aussi on met à la disposition des enseignants pour que le travail soit de nouveau qualifié. La philosophie à l'origine de la Grèce antique, d'après Socrate. Le mot philosophie vient du grec. Philo, qui signifie j'aime, et sophia, la sagesse, ce qui signifie donc l'amour de la sagesse. La Grèce antique est ainsi considérée comme le berceau de la philosophie, dont la pratique s'est répandue à travers toute la Grèce et l'Empire romain, puis à l'Europe. L'histoire de la philosophie, elle a connu plusieurs courants philosophiques. Chaque courant avait une conception de la vie. La philosophie est l'amour de la sagesse. Les philosophes de la nature ont rejeté les mythes. Ils croyaient en l'existence d'une substance élémentaire. D'après Thalès, de 625 à 546 avant JC, l'eau est à l'origine de tout. Tout est rempli de Dieu. La terre est remplie de germes invisibles. Et d'après cet autre, Anaximandre, de 510 à 526 avant JC, notre monde n'est qu'un monde parmi d'autres. Il a à son origine et à sa fin dans l'infini. Ce qui est à l'origine de tout est différent de ce qui se crée. Anaximène, cet autre philosophe de 570 à 526 avant JC, l'ère où le brouillard est à l'origine de tout. Tout s'écoule, tout se transforme, nos sens sont fiables. Opposition nécessaire, maladie, santé, faim, joie de manger. Le bien et le mal sont nécessaires. Dieu englobe le monde. Dieu se manifeste dans les oppositions et les transformations. Alors parler de la philosophie revient à expliquer beaucoup de choses. Parce que qui parle de philosophie parle de l'esprit humain. Qui parle de la philosophie parlera aussi de la connaissance de l'humanité. Vous savez, il y a eu des préoccupations de l'esprit. L'homme voulait savoir quelle est son origine et quelle est sa destination. C'est d'où la question métaphysique, où allons-nous, d'où venons-nous et où allons-nous après la mort. Mais les philosophes ne peuvent pas avoir les mêmes conceptions ou n'ont pas les mêmes courants par rapport à cette problématique qui a opposé beaucoup de philosophes à travers l'histoire. Alors, on va essayer d'unifier cette question. Nous allons dire alors, quel est l'élément unique qui a donné naissance à toute chose? Alors, voici la problématique centrale qui explique même la naissance de la philosophie. La naissance de la philosophie. Alors, les philosophes ioniens, ils ont été les premiers à s'intéresser à cette question. Parmi ces philosophes ioniens, nous avons celui qu'on appelle Thalès de Milet.
Thalès de Milet était considéré comme l'un des grands 7 sages de la Grèce antique. Qu'est-ce que Thalès a dit par rapport à cette question? Il dit, selon lui, l'élément unique, l'élément qui a donné naissance à toute chose, sans lequel aucune vie ne serait possible, dans ce cas précis, Thalès va se baser sur ce qu'on appelle la nécessité de l'élément primitif. Et selon lui, cet élément primitif, ce n'est rien d'autre que l'eau. Donc, pour lui, c'est l'eau qui a donné naissance à toute chose. Et il est parti d'un constat. Le constat là, c'est quoi? C'est qu'il observait les humains. Les humains couraient après l'eau. Les animaux, la même chose. Les végétaux, la même chose. Alors lui, il a mis l'accent sur l'importance de l'eau. Nous pouvons vivre des jours sans manger, mais on ne peut pas vivre des heures sans boire. Donc pour lui, l'élément qui a donné naissance à toute chose, c'est l'eau. Ensuite, il y a un autre philosophe ionien, le nom de Anaximandre. Anaximandre, même génération que Thalès. Vous savez, la philosophie est caractérisée par un autre élément aussi qu'on appelle la contradiction. On peut être dans la même classe et avoir ce qu'on appelle des idées opposées. Alors, Anaximandre, lui, il va proposer l'air. L'air comme l'élément le plus important dans la vie des êtres vivants. Pour lui, sans l'air, pas de vie. Thalès a raison parce qu'il y a l'eau. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme de se déplacer pour aller chercher de l'eau là? C'est l'air. L'air que nous respirons. C'est vrai, on peut faire des jours sans manger. On peut faire des heures sans boire. Mais on ne peut pas faire des secondes sans respirer. Alors, regardez combien de philosophes au tableau? 2. Combien de vérités? 2. 2 vérités différentes. 2 vérités différentes. Ensuite, il y a celui qu'on appelle Anaximène. Anaximène. Anaximène, à son tour, lui aussi, il proposera ce que nous appelons ici infini. L'infini. L'air que Anaximandre a proposé, l'air là est infini. L'eau que Thalès a proposé, l'eau est également infinie. Alors pour lui, l'élément qui a créé toute chose, c'est l'infini. L'infini de nos jours, il y a des religieux qui interprètent ça par l'être divin qu'on appelle Dieu. Ensuite, il y a celui qu'on appelle Héraclite. C'est le philosophe obscur. Quand on dit philosophe obscur, cela ne veut pas dire qu'il est noir. Mais tout ce que Héraclite disait, c'était difficile de l'interpréter. La compréhension était très très difficile. Un philosophe prince, mais très orgueilleux. Et quand son père est décédé, on a demandé à Héraclite, étant que la nation était encore dans ce qu'on appelle la monarchie, on lui demanda de gouverner à la place de son père. Héraclite dira devant les gens que lui n'est pas prêt à gouverner les médiocres. Et voici son orgueil. Lui n'est pas prêt à gouverner les médiocres. Mais qu'est-ce qu'il appelle médiocre? Un peuple qui laisse gouverner un chef sans qu'il ne soit contrôlé. Alors, à cause de son orgueil, il sera exclu du royaume. Et il ira s'installer dans les pieds d'une grotte. Et il sortira à la fin avec un mot qu'on appelle pantare. Pantare qui signifie tout coule, tout bouge. Tout se transforme. L'on ne se baigne pas 2 fois dans un même mort. Il a été le premier philosophe à introduire le mot changement dans la connaissance. Si le président de la République est venu avec un slogan changement, c'est grâce à Héraclite. Il va inventer une loi dans la logique dialectique qu'on appelle la négation de la négation. La négation de la négation. Alors revenons à la question. Quel est l'élément unique qui a donné naissance à toute chose? Pour Héraclite, c'est le feu.
On dit soit explicite, c'est la philosophie. Il dit le feu là, on interprète ça par l'énergie. L'énergie. Ou encore la chaleur. C'est la chaleur qui nous permet de respirer, c'est la chaleur qui nous permet de boire. L'élément qui a donné naissance à toute chose, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Combien de philosophes au tableau? Et combien de propositions? Est-ce que ces 4 propositions sont les mêmes? Non. C'est pour vous dire que la philosophie elle-même, c'est la contradiction. C'est la contradiction des opinions. Pythagore, l'enfant de Samos, c'est pourquoi on l'appelle Pythagore de... Il venait de Samos. Un monsieur très très respectueux, le pèlerin de la connaissance. Et Pythagore, un vieux qui était capable de se déplacer de ville en ville. En ce moment, moins de développement ou bien moins de déplacement n'était pas encore développé. Mais il se déplaçait à l'aide de sa canne qui était graduée. Quand il quittait l'Égypte, il est tombé sur 2 protagonistes qui se battaient pour une portion de terre. Et il n'a même pas calculé ces 2 protagonistes, il les a dépassés. Dans la vie sociale, quand on voit 2 personnes se battre, qu'est-ce qu'on fait? On les sépare. Ou bien, c'est ce que le social demande. Mais est-ce que c'est ce que la philosophie demande? Non. Point d'interrogation. Donc lui, il n'a même pas tenté de séparer les 2. Après, les 2 se sont arrêtés et puis pour le regarder. Mais vieux, tu nous vois en train de se battre, tu ne dis rien. Il dit parce que je n'ai pas été invité. S'il vous plaît, c'est la première notion de la philosophie. Savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire. S'il vous plaît. La philosophie, le fondement, c'est la morale. Il faut attendre à ce que tu sois invité. Et puis tu t'amènes. Mais sinon, tu seras l'objet de ridicule. C'est ça la philosophie. Alors, les 2 ont demandé, on a besoin de ton aide. Il dit, merci beaucoup. À partir de là, je peux intervenir. C'est quoi le problème? Ils sont rentrés dans le détail. Il dit, est-ce que vous me croyez? On dit oui. Il dit, pourquoi? Parce que vous êtes calme. Donc pour nous, vous êtes juste. Et il dit, asseyez-vous. Et il a partagé cette portion de terre. Il n'y a pas eu de moins ni plus. Les 2 sont revenus remesurés. C'était même dimension. On a dit, Pythagore, tu es sage. Pythagore dira, je ne suis pas sage, mais je suis l'ami de la sagesse. La sagesse comme connaissance et la sagesse comme comportement. Donc, à partir de là, l'âge ne fait pas la sagesse. L'habillement ne fait pas la sagesse. La sagesse, c'est le degré du savoir et le comportement. Mais on parle de quel comportement? Bon comportement. Alors, Pythagore revient pour nous donner l'élément unique, l'élément qui a donné naissance à toute chose. Lui, il dit que c'est les calculs. Il a raison. Parce qu'il est mathématicien. Il est mathématicien. Très bien. Il dit 1 plus 1 égale 2. 3 plus 3. 6 plus 4 est égal à 10. On dit tout a un sens. On lui demande c'est quoi 1? Il dit 1 c'est l'unité. L'unité là c'est quoi? C'est unique. Quel est l'élément qui est unique au monde? Selon lui c'est Dieu. On dit et 2. 2 c'est le ciel et là. On dit et 3. C'est là où il a été intelligent. Il dit 3 c'est l'air, l'eau et la chaleur. La philosophie c'est ça. On dit et 4. Il dit 4 c'est les 4 points cardinaux qui nous permettent de se déplacer. On dit et 10. Il dit 10 c'est la sagesse. On lui demande qui est sagesse là? Qui est sage? Il dit c'est Dieu. Alors pour Pythagore, tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. C'est pourquoi quand vous prenez le numéro de téléphone Arriba de M. Gubaté, je ne vais pas donner le code. C'est 13 08 31. Ça commence par 1 et ça finit par 1. Ce qui veut dire je suis un fidèle croyant.
D'accord? Pour aller un peu vite, Protagoras dit que l'homme peut connaître tout. Et l'homme est à la mesure de toutes choses. Il peut répondre à toutes les questions. Mais son malheur, c'est du fait qu'il a rencontré Socrate. Socrate lui a posé une question. Protagoras, si l'homme connaît tout, alors qu'est-ce que l'homme? Protagoras dit l'homme, c'est quelqu'un qui n'a pas de poils, ni de queue, ni de bec. Il est allé prendre un coq, il a déplumé, coupé le bec, est venu poser. Il dit quelle est la différence entre ça et l'homme? Il dit Socrate, tu es mesquin. Socrate dit tout ce que je connais, c'est que je ne sais rien. Qui sais-je? D'accord? Ça veut dire lui il ne connaît pas, mais il est à la recherche de la connaissance. Il est à la recherche de la connaissance. Donc philosopher, c'est d'aller à la recherche de la connaissance. Être philosophe, c'est d'être pèlerin de la connaissance et de la sagesse. Nous sommes tout à fait enthousiasmés de voir un jeune donner ce genre de cours. Là, c'est bien. Bien, mais comme le cours n'est pas terminé, nous aussi, nous allons essayer de poser quelques questions. Et en même temps, les chers élèves, les candidats vont aussi poser leurs questions par rapport au cours, n'est-ce pas? Bien, vous avez donné beaucoup de définitions de la philosophie. Mais pourquoi tant de définitions? Ça, c'est une première question. Et en plus, vous avez dit également que Pythagore a raison, puisqu'il a raison. C'est une vérité. Est-ce qu'il y a une seule vérité? La troisième question, pourquoi vous n'avez pas pris allusion aux philosophes africains? Ou bien il n'y a pas d'Africains philosophes aussi? Pourquoi? Donc, et en plus, la dernière question, la quatrième question, c'est de savoir pourquoi dit-on que la philosophie est une science? Et on sait que la science est basée sur quoi? Vous allez essayer de nous donner cette différence. Parler de la scientificité de la philosophie, c'est de revenir ce qu'on appelle le statut de la philosophie. D'accord? Vous savez, à un moment donné, les autres sciences se sont débarrassées de la philosophie. Mais quand vous prenez la philosophie en tant que science, pourquoi elle est devenue science? Parce qu'il y a des critères qui sont reconnus. Une discipline doit devenir scientifique, c'est lorsque cette discipline a une définition qui est reconnue, ou des définitions. Une discipline est scientifique, c'est lorsqu'elle a un objet d'étude ou des objets d'étude. Et si vous prenez par exemple les objets d'étude de la philosophie, il y a l'homme, il y a Dieu et il y a la nature. D'accord? Et si vous prenez toujours le critère universel, il y a ce qu'on appelle, discipline doit avoir des méthodes, une ou des méthodes. Et la philosophie a deux méthodes. Il y a la méthode intuitive et il y a la méthode rationnelle. Donc la philosophie remplit les conditions pour devenir une discipline scientifique. Mais en philosophie, il y a des problèmes. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'évolution de la science, les autres sciences, telles que sciences physiques à partir du XVIIe siècle, qui va se débarrasser de la philosophie. Et ensuite, il y a les autres sciences, chimie, biologie, à partir du 19e, 18e, 19e siècle. Une science, c'est lorsqu'elle est basée sur quoi? Sur des principes et des lois. Maintenant, est-ce que tu peux dire l'histoire, c'est une science? L'histoire. C'est une science? L'histoire est une science, mais épistémologiquement, il y a des critiques. Il y a des critiques qui condamnent l'histoire. Surtout ce qu'on appelle l'objectivité en histoire. Est-ce que celui qui fait l'histoire, c'est l'homme? Mais celui qui essaye de comprendre, relater ses faits, on l'appelle l'historien. Mais est-ce que l'historien, sur des lois, des principes, là on se demande, est-ce que l'historien peut être objectif dans ses analyses? Parce qu'il n'est même pas l'acteur principal de l'événement qu'il est en train d'étudier. Donc il y a des témoins, il y a des livres, mais est-ce que ces livres-là relatent les mêmes arguments? De la vérité, donc ça va me faire rebondir sur la deuxième question. Tu dis que Pythagore avait raison, parce que tout est basé sur l'affaire de numérotation, les calculs. Et il n'y a pas de vérité, il n'y a que des vérités. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la philosophie l'opinion personnelle. L'opinion personnelle, ça c'est naturel, l'homme ne peut pas s'en débarrasser. Si vous prenez tous ces philosophes-là, chacun a sa vérité. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans ces éléments. D'accord? Mais lui, dans son interprétation, il a eu l'intelligence de regrouper tout. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il a été le dernier philosophe à intervenir et il a eu l'intelligence de regrouper tout. Ce qui veut dire, je ne nie pas les autres. Maintenant, si vous prenez ici, là où il parle de trois, l'air, l'eau
et puis la chaleur. Je crois que c'est des éléments qui ont été donnés par les premiers philosophes. Donc c'est pourquoi je trouve son interprétation ou sa pensée plus complète par rapport aux autres. Vous savez, quand vous prenez les philosophes, ils n'ont pas vécu les mêmes époques. Ils n'ont pas forcément les mêmes conceptions. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir même opinion sur la vie et sur l'interprétation des phénomènes. Donc, c'est pourquoi chaque philosophe a essayé de définir la philosophie en sa manière et en fonction des réalités du milieu, au fait. Si vous prenez Jules Lachelier, qui était venu dans un lycée, on lui prenait comme l'espoir du lycée. Il rentre en classe, la classe était remplie, et puis les élèves vont lui demander, il dit, monsieur, qu'est-ce que c'est la philosophie? Il dira tout simplement, la philosophie, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il va trouver comme argument? Il dit, pour lui, celui qui connaît tout n'a pas besoin d'apprendre. Et donc, pour lui, la philosophie, il ne sait pas, il est à la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance. Merci. Est-ce qu'il y a eu des philosophes qui se sont intéressés à l'Afrique ou bien il y a eu des Africains philosophes? D'accord? Et la remarque générale, c'est que la 11e année, on ne vous parle pas des philosophes africains, sinon ça existe. Quand vous prenez Cheikh Anta Diop, par exemple, c'est un grand philosophe. Il est sénégalais, mais on ne l'enseigne pas. Ça existe. Quand vous prenez Kizerbo aussi, qui est burkinabé, mais qui est très bien aussi. D'accord? Kizerbo même venait ici, au temps de l'indépendance, il enseignait à l'université Gamal Abdel Nasser. D'accord? Donc, dans notre programme, on souffre de ce qu'on appelle la conservation. On ne conserve pas les philosophes africains, sinon, effectivement, ça existe. Parlant de philosophes guinéens, je crois que je n'ai pas assez d'informations ou bien des informations justifiables à ce niveau. Mais il y a un monsieur que nous reconnaissons aujourd'hui qui peut vraiment nous apporter de la lumière sur le chemin de la philosophie. C'est notre référence ici, en Guinée, c'est le nom de Niagasola. Niagasola, c'est pour être vrai philosophe, il y a des critères à respecter. Il y a des critères à respecter. Au temps de Socrate, il était philosophe, mais il n'a jamais écrit. Mais de nos jours, tu ne peux pas être philosophe comme ça sans écrire. C'est ce qui manque à l'Afrique. Selon l'explication du prof, je l'explique. Il disait que les autres sciences se sont débarrassées de la philosophie. Comment la philosophie s'est comportée avec les autres sciences après avoir se débarrassé, les autres sciences maintenant se sont débarrassées d'elle? Et pourquoi les autres sciences se sont débarrassées de la philosophie? Donc moi, je vais connaître la partie. La philosophie traitait toutes les questions de la société et de la nature. D'accord? C'est pourquoi les premiers philosophes, si vous constatez très bien à travers vos programmes de philosophie, vous pouvez voir même Thalès, qui est philosophe en même temps mathématicien. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, au début de la philosophie, en un mot, on ne faisait pas la différence entre la philosophie et les mathématiques, la philosophie et la physique, la philosophie et la biologie. D'accord? Si tu prends par exemple Aristote, lui seul, il a fait la biologie, lui seul, il a fait la philosophie elle-même, il a fait la logique. D'accord? Mais à partir d'un moment, c'est les philosophes eux-mêmes qui auront ici l'intention d'aller vers ce qu'on appelle la spécialisation. Il fallait que la spécialisation commence. Maintenant, il y a des philosophes qui vont décider de devenir physiciens. D'accord? Qui vont devenir physiciens. Il y a les Newton, ainsi de suite. Albert Einstein, etc. Et ça, ce mouvement-là commence à partir du XVIIe siècle. D'accord? Donc, à partir du XVIIe siècle, la physique va se débarrasser de la philosophie. La biologie vient du XVIIIe, XIXe siècle, ainsi de suite. Même les sciences humaines. La sociologie, la psychologie, la psychanalyse, ainsi de suite. Là, on va s'interroger encore. Au moment où la philosophie naissait, les autres sciences étaient rudimentaires. Ça veut dire que les autres sciences étaient incluses dans la philosophie. Maintenant que celles-ci-là se sont débarrassées de la philosophie, alors quelle est l'importance de la philosophie? La philosophie va observer les sciences qui se sont détachées d'elle pour un moment. Et ces sciences-là vont réaliser ce qu'on appelle des progrès extraordinaires. D'accord? Mais dans progrès extraordinaire, il y aura ce qu'on appelle des inconvénients. S'il y a des inconvénients, c'est qu'au sein de ces sciences-là, il manque de ce qu'on appelle la moralité. Imaginez, le scientifique, celui qui a créé ce qu'on appelle la bombe atomique, est-ce qu'il a mesuré les conséquences de cette création? Donc la philosophie va revenir encore pour moraliser ces sciences, pour contrôler ces sciences. Monsieur, je voulais savoir qu'est-ce que c'est que le surréalisme et le réalisme. Quand vous prenez le surréalisme en un mot, c'est aller au-delà du réel. Il y a sur au-delà et il y a le réalisme qui veut dire réel. Donc partir au-delà de la réalité. Prenons un film par exemple.
L'acteur qui quitte 5e étage, 3e étage, et puis il tombe, il ne meurt pas. Il court même. Ou bien Banchef, il est tué ici, mais dans un autre film, il est là-bas. Ça, c'est fiction. Donc, quand on parle de surréalisme, c'est l'extraordinaire. D'accord? C'est l'imaginaire. Imaginez par exemple un témoin de Jéhovah qui vous montre les images du paradis. Comment lui, il a fait pour avoir les images du paradis? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, le surréalisme, c'est l'imagination. Le réalisme, au fait, c'est de reproduire la réalité telle qu'elle est. D'accord? Sans rien maudire. C'est ça qu'on appelle l'imitation. Bien, alors c'est pas fini et ce n'est pas la seule classe de terminale. Nous allons essayer de voir les classes suivantes, comment les cours se passent au sein de cette école. C'est ça notre objectif, c'est ça l'objectif de l'émission École guinéenne, c'est pour déceler les talents dans les différentes écoles de la République. Alors, suivez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes à quel niveau maintenant du programme? Sur le plan d'exécution du programme, nous sommes maintenant à 20%. Certainement, nous sommes sur la partie des activités géométriques. Et à ce niveau aussi, nous sommes sur le deuxième chapitre. Et plus précisément, une partie qui concerne la trigonométrie, c'est-à-dire le triangle rectangle et la trigonométrie. Alors, vous allez expliquer aux téléspectateurs quelques cours sur ce triangle. On peut donner un triangle rectangle et qu'on vous demande de calculer l'hypoténuse. Maintenant, vous savez quelle est la propriété qui est liée à ça. Et connaissant aussi la valeur de l'hypoténuse, on peut vous donner de calculer la mesure de l'un des côtés de l'angle droit. Et vous avez déjà acquis une notion aussi sur cette partie. Par exemple, je vous donne un triangle rectangle en A. D'abord, dans ce triangle-là, qui peut me préciser l'hypoténuse? Oui, regarde. Oui. C'est le côté BC. Alors, qui peut m'aider ici à calculer la valeur de l'hypoténuse? Donc, on dira d'après la propriété de Pythagore. BC carré. Oui. BC carré. Égal à quoi? Oui. BA carré ou AB carré. Oui, plus AC carré. Oui, on calcule maintenant BC en remplaçant les lettres par leur valeur. Alors BC, AB ici mesure combien? 3 cm au carré plus 4 cm au carré. Alors, ici BC carré. Donc 9 plus 16. Et 9 plus 16 égale à combien? 25. Alors, posez d'abord que comme la condition, parce qu'une distance n'est jamais négative, alors je vous impose cette méthode. Vous posez d'abord cette condition que BC supérieur à 0. Puis vous tirez BC. À quoi égale BC maintenant? Alors, vous prenez la racine carrée. Alors, la racine carrée de 25 égale à combien? Égal à 5. Chers téléspectateurs, nous étions dans cette grande école pour montrer le talent de ces grands professeurs. Alors, sans plus tarder, nous sommes au terme de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.